Bienvenue, Doc Seb. Bienvenue Christy, bienvenue à tous nos téléspectateurs également. Alors, Sébastien Guerrero, docteur en psychologie, sexologue et hypnothérapeute, est avec nous. On parle des troubles de stress post-traumatique, le TSPT, qui sont des troubles psychiatriques qui surviennent après un événement traumatisant, vraisemblablement, mais tu vas nous en dire plus. Qu'est-ce que le stress post-traumatique, Doc Seb? Alors, le stress post-traumatique, en gros, c'est une réaction neurophysiologique, souvent, la plupart du temps, qui est consécutive à une situation qui nous a traumatisés, dans laquelle, en gros, il y a une menace pour notre intégrité physique ou psychologique. Ça peut être des menaces par rapport à sa vie, ou celle de ses proches, ou celle de son entourage, et on a été menacé, on s'est senti menacé quelque part, de façon très très forte, très puissante. Là, on n'est pas dans une anxiété sans objet. Il y a vraiment eu un événement en tant que tel. Ça peut être le cas, par exemple, de personnes qui ont subi des tortures, qui ont subi des viols, des agressions, des accidents aussi graves. Là, il y a tous les événements aussi, des attentats qui ont été particulièrement développés et qui ont créé aussi beaucoup de stress post-traumatique. Il faut savoir que cette notion, elle est très ancienne, puisque déjà dès l'Antiquité, c'était repéré, la notion d'une forme de traumatisme lié à un événement grave dans sa vie, et que ça a été mis au goût du jour, on va dire petit à petit, par les guerres, et les grandes guerres notamment, les grandes guerres, la Première et la Deuxième Guerre mondiale, et puis c'est devenu une classification à partir des rescapés un peu du Vietnam ou des anciens combattants. On s'est aperçu qu'ils avaient tout un tas de problématiques psychologiques qu'on avait du mal à identifier en tant que telles. Donc c'est vraiment un stress qui vient à la suite d'un traumatisme. Alors pour que, je dirais, ça devienne un stress post-traumatique, il faut que ça soit au moins 1 mois à 3 mois après. Parce que c'est normal quand on a une agression, quand on subit une agression, on est victime d'un accident ou qu'on est témoin d'un attentat ou dans un attentat, je dirais, on métabolise un peu tout ça. Et ça fait partie de la métabolisation normale suite à un incident. Quand ça devient un stress post-traumatique, c'est qu'il y a aussi des symptômes particuliers dont on va parler évidemment, mais qui vont survenir et qui vont devenir assez envahissants. Il faut savoir que tout le monde n'est pas touché non plus par le stress post-traumatique. C'est pas parce qu'on a vécu un traumatisme que obligatoirement on va avoir un stress post-traumatique. En gros, il y a 70 à 80% des gens qui vont vivre un traumatisme dans leur vie, un événement traumatisant, mais dans le stress post-traumatique, il y a à peu près 12 à 13, 15% maximum de personnes qui vont développer un stress post-traumatique. D'accord. Alors justement, très bonne transition. Quels sont les symptômes lorsqu'on souffre d'un stress post-traumatique? Alors déjà, le trouble du stress post-traumatique, qu'on appelle PTSD aussi pour les Anglais, et c'est catégorisé déjà comme un trouble anxieux. Ça veut dire que, en gros, il y a déjà le symptôme de l'angoisse. C'est une angoisse diffuse qui va créer des symptômes assez caractéristiques. Alors, on va avoir certaines personnes qui vont revivre l'événement avec des cauchemars un peu persistants, je dirais, aussi des flashbacks aussi, des moments aussi qu'on va développer aussi comme des symptômes qu'on appelle d'intrusion, c'est-à-dire que la personne, elle va revivre l'événement traumatisant, mais c'est pas juste des vagues un peu réminiscences, c'est quand même, ça va l'empêcher de faire autre chose. C'est comme si elle était hantée finalement par cet événement qui passait en boucle, alors pas tout le temps, mais de façon séquentielle dans la journée, alors sous forme de flashback, d'angoisse, donc de symptômes aussi, parfois psychosomatiques aussi, qui vont avoir lieu. On va avoir aussi des symptômes d'évitement, où la personne va tenter d'éviter toute situation en lien avec ces facteurs déclencheurs. Par exemple, une personne qui a vécu une chute, par exemple, je ne sais pas moi, d'une remontée mécanique, elle va éviter tous les systèmes de remontée mécanique ou
par exemple, elle ne va plus jamais prendre l'ascenseur, elle va éviter tous les escalators, etc. On va avoir des stratégies d'évitement aussi, et d'évitement en parole. On va essayer de ne pas en parler, on va éviter ce sujet-là. On va avoir même des amnésies partielles aussi, et des problématiques émotionnelles. Peut-on dire que lorsque l'on se fait mordre, par exemple, par un chien, on le voit, certaines personnes ont très peur des chiens par la suite. Ça rentre dans le cadre du stress post-traumatique également? Alors, ça dépend. S'il y a vraiment une reviviscence permanente de cette morsure et que c'est incapacitant, oui. Mais si ça peut arriver d'être mordu par un chien ou par un autre animal, si la personne le garde juste comme trace et elle va juste se méfier un peu plus de certains chiens qui ont l'air un petit peu plus agressifs, ça ne sera pas un traumatisme, ça sera juste de la prudence. Voilà. Donc, la différence, c'est que chez les personnes qui ont des problématiques de stress post-traumatique, il y a une hyperstimulation et une hypervigilance. C'est-à-dire un peu comme dans l'obsessionnalité, là, ils vont se mettre en hypervigilance, ils vont suractiver leur système qu'on appelle sympathique, de l'adrénaline, du cortisol, tout ça, et se mettre constamment dans cette crainte d'une attaque potentielle ou d'une menace potentielle surtout. Et donc, ça va générer un stress continu, chronique, qui va les amener à avoir des insomnies, à avoir parfois des angoisses, parfois des attaques paniques aussi, ou s'il y a un petit effet déclencheur qui les renvoie, par exemple, je ne sais pas si on a eu un accident de voiture, qu'on a entendu de la tôle froissée, si on entend quelque chose de cet ordre-là, un bruit de tôle, hop, tout de suite, ça va générer un stress aigu et parfois même chez certains, une détresse, voire une attaque panique aussi. Donc, on va avoir tous ces symptômes, plus des symptômes d'évitement affectif. La personne qui était plutôt présente émotionnellement, elle va devenir parfois un peu indifférente, elle va se détacher un petit peu, elle va s'isoler aussi. On va avoir pour certains aussi des symptômes un peu comportementaux. Les personnes qui ont ces problèmes-là vont aussi développer parfois une espèce de phobie un peu de situation, où ils vont éviter toute chose qui peut leur rappeler ce drame. Donc, par exemple, pour les personnes qui ont été victimes d'attentats, eh bien, elles vont éviter d'aller dans certains cafés, elles vont éviter d'aller dans les salles de concert ou d'autres choses, parce que c'est plus possible pour l'instant pour elles, ça leur revient. Donc, il y a tous ces éléments qui sont générés, puis ça crée au bout d'un moment une forme de peur d'avoir peur. C'est-à-dire que le sujet va éviter de plus en plus d'activités pour éviter des émotions ou des sentiments désagréables. Donc, ce qui fait que ça peut mener à un isolement. Et puis, on voit aussi des symptômes connexes. L'isolement va parfois créer aussi la dépressivité. On sait que chez les personnes qui présentent aussi des stress post-traumatiques, il y a souvent une association d'autres comorbidités, comme on dit, d'autres symptômes ou syndromes. On va avoir des personnes qui vont développer une forme de dépression, d'alcoolisme aussi, qui est assez fréquent aussi dans ce type de problématique, comme si je dirais, dans l'addiction, parfois certains vont essayer de trouver une solution qui n'en est pas une. On voit quelque chose de ces particularités aussi, je dirais, comportementales, émotionnelles et psychiques. Lorsqu'on souffre d'un stress post-traumatique, qui peut diagnostiquer ce trouble? Alors, en règle générale, ce sont les psychiatres qui sont formés à ça, qui vont pouvoir diagnostiquer ce type de trouble. On a aussi les psychologues, cliniciens, ceux qui sont spécialisés en pathologie aussi. C'est essentiellement ceux qui vont pouvoir le diagnostiquer. On peut avoir une orientation aussi au départ par le médecin traitant. Et puis après, on va se baser sur des échelles, sur des classifications. Par exemple, là, on a donné des éléments de classification, mais aussi sur certaines échelles. Il y en a une qui s'appelle la CAPS, par exemple, qui, on va dire, répertorie, c'est une échelle clinique qui va répertorier un peu tous les stress post-traumatiques et qui va amener un degré de sévérité, dans la durée aussi, d'intensité, pour savoir un petit peu quels sont les facteurs je dirais, les plus représentés dans ce PTSD ou ce stress post-traumatique.
Y a-t-il un moyen, Doc Seb, de pouvoir éviter ce stress post-traumatique lorsqu'on vit une situation ou un stress intense au travers d'une situation traumatisante? Alors, oui, alors, un moyen. Alors, c'est vrai que, par exemple, il y a Boris Cyrulnik qui a beaucoup développé ce sujet, hein, notamment autour de la notion de résilience. Tout le monde ne va pas réagir de la même façon au stress ou à un trauma. Hein. Par exemple, face à une agression, il y a plusieurs types de réactions. Il y a la sidération, c'est-à-dire on ne bouge pas, on est sidéré, on peut plus rien faire, on est dans une forme d'impuissance. Il y a le fight, c'est-à-dire le combat, on va être obligé de combattre et de lutter pour sa survie, et il y a la fuite. Hein, c'est trois types de réactions qu'on va voir. Bon, on s'aperçoit que les personnes en général qui ont été les plus actives face à un stress, face à un traumatisme, en général s'en sortent mieux. Hein, que ceux qui étaient complètement passifs par rapport à une situation. Passifs physiquement, mais passifs aussi psychiquement. Donc ça, c'est un facteur, quand on est confronté à un traumatisme et une agression, c'est déjà de pouvoir faire en sorte d'être actif par rapport à ça, hein, de pouvoir finalement trouver une solution où on est présent, où on arrive à sortir de là. Alors, c'est pas donné à tout le monde, hein, et on ne sait pas comment on va réagir. Hein, je dis ça parce que on le voit très bien, même chez des personnes qui sont expérimentées, parfois dans des, par exemple pour la lutte contre les agressions, bah, le jour où ça leur arrive, pourtant ils savent combattre, savent faire tout un tas de choses, ils sont complètement sidérés et pétrifiés. Et d'autres, finalement, qui vont réagir de la meilleure des façons, qui vont fuir, qui vont taper et partir tout de suite, et qui vont pas rester dans cette situation. Donc, il va vraiment y avoir différents types de réactions. Et puis après, ça va dépendre aussi de sa personnalité. On s'aperçoit quand même que tout le monde va pas présenter des stress post-traumatiques. Ça va dépendre aussi de sa sensibilité, de sa fragilité, et puis d'une personnalité aussi. Hein. Il y avait souvent des facteurs un peu préalables, on va dire, ce qu'on peut appeler des facteurs de vulnérabilité qui pouvaient être présents. Par exemple, si on a déjà été exposé à un traumatisme précédemment, si on a subi des violences familiales, si on a déjà subi des agressions, si on a eu des problèmes, je dirais, de santé, etc., de toxicomanie. Enfin, il y a tout un tas je dirais, de facteurs qui peuvent jouer. Et puis, bah, il y a la variable personnelle. Et puis, il y a aussi je dirais, c'est la variable du hasard aussi. Hein, on n'est jamais assuré de pouvoir réagir de la meilleure des façons. Hein. Alors, on a diagnostiqué ce stress post-traumatique. Maintenant, comment le traiter? Alors, les traitements, ils sont pluriels. En gros, il y a plusieurs types de traitements qui sont recommandés. Alors, déjà, ça peut être ce qu'on appelle le MDR. Hein. Le MDR, c'est une technique de désensibilisation au niveau émotionnel en abordant le traumatisme, mais en le revivant complètement différemment et en stimulant au niveau visuel, on va dire, certaines stimulations qui vont décharger la charge affective et qui vont plus l'associer à ce traumatisme-là. Donc ça, c'est une stratégie qui fonctionne assez bien, hein, dans l'ensemble. On a l'hypnose, par exemple, qui fonctionne très bien aussi, où on va associer complètement autre chose à un traumatisme. Si, par exemple, on a un traumatisme envahissant, mais très envahissant, qui est devenu amplifié par rapport à une situation qui a l'air pourtant banale, qu'on l'associe à complètement autre chose, à une chanson qu'on aime, par exemple, et on imagine autre chose, ou même un lieu sécure, eh ben, on va pouvoir changer et modifier cette représentation, parce que c'est une représentation qui revient. Hein. De même que quand on arrive à relancer au niveau des processus cognitifs et affectifs un autre scénario. Hein. On s'était imaginé complètement pétrifié, en fait, on s'imagine maintenant que on peut être un peu plus actif par rapport à ça ou avoir une autre solution de réchappe. Hein, donc, on a ces stratégies-là, plus les thérapies cognitives hein, aussi qui fonctionnent bien, et puis aussi certaines personnes qui vont être plus sur, on va dire, tout ce qui approche psychodynamique, voire des moyens un petit peu de méditation qui vont pouvoir aider, mais qui ne sont pas suffisantes en elles-mêmes. Hein. La méditation, c'est un bon outil, mais ce n'est pas suffisant pour traiter non plus le post-traumatisme. Hein. Et puis, pour certains aussi, on va préconiser parfois des traitements médicamenteux
quand il y a une association notamment avec d'autres pathologies. Hein. Si par exemple il y a une dépression qui est associée aussi, s'il y a aussi des problématiques addictives qui sont associées, problèmes d'alcool et autres, ça peut arriver qu'il puisse y avoir aussi une association je dirais aussi médicamenteuse pour certains. Mais quand on peut éviter, on reste sur des traitements préconisés en psychothérapie. Il y a la psychothérapie de groupe qui fonctionne bien aussi. Donc on s'est aperçu que de pouvoir échanger aussi, de pouvoir trouver des liens avec d'autres personnes qui ont vécu les mêmes traumatismes, eh bien ça pouvait aussi aider. Et puis après, il y a l'entourage. Ce qui favorise la résilience aussi, eh bien, c'est l'entourage affectif. C'est le fait de pouvoir aussi avoir des ressources amicales, familiales et autres qui vont nous aider. C'est toujours plus important que quand on se retrouve seul face à un événement. Lorsqu'on souffre d'un stress post-traumatique, comment le détecter ou comment détecter quelqu'un, un membre de la famille, un proche à nous, qu'il souffre actuellement, par exemple, d'un stress post-traumatique? Alors, ce qui est important, c'est d'être à l'écoute de l'autre déjà, parce que souvent, les personnes qui ont cette problématique-là, elles ne vont pas oser se confier. Parce qu'elles pensent être fortes, parce qu'elles ont aussi, pour certaines personnes, honte aussi parfois, ou une certaine culpabilité par rapport à ce trouble-là. Je pense à quelqu'un, moi, que j'avais suivi à un moment donné, suite aux attentats, notamment au Stade de France, qui était dans un exercice de sécurité et qui était très actif à ce moment-là, qui n'a rien ressenti sur le moment, mais c'est le jour de l'anniversaire, on va dire, de ces attentats-là qu'elle a réagi. Eh bien, cette personne n'osait pas se confier parce que dans sa façon d'être, c'était comme si elle était faible, comme si elle avait une difficulté, comme si elle était trop fragile. Bon, et en réalité, c'est parce que à un moment donné, un de ses amis et proche de sa famille lui a dit « Mais tu sais, il y a peut-être un lien entre tes problèmes un petit peu actuellement d'anxiété, de stress, de dépressivité que tu ressens en ce moment et ce qui s'est passé. » On en parle d'ailleurs. Et c'est comme ça que ça lui a donné cette porte d'entrée de pouvoir confier aussi des choses qu'elle pensait futiles ou sans intérêt ou même qui pouvaient générer une certaine culpabilité ou honte. Bon, donc c'est très important d'être à l'écoute et de pouvoir orienter ces personnes qui parfois n'osent pas en parler comme si c'était une maladie honteuse, alors que ça fait partie malheureusement des tragédies qu'on vit depuis quelques années. Et j'ai envie de dire, il y a aussi un autre aspect, c'est qu'on pense qu'il n'y a que les personnes qui sont directement dans la situation qui sont traumatisées. Or, on s'est aperçu que les personnes qui sont témoins ou même qui regardent des images traumatisantes peuvent vivre les mêmes traumatismes. Par exemple, il y a eu quelques études sur les attentats du 11 septembre et on s'était aperçu que de montrer en boucle des images comme ça, avec les World Trade Center qui tombaient, avec toute cette panique et ces morts, eh bien, à force de le regarder des milliers de fois, il y a des personnes qui ont développé une forme de stress post-traumatique alors qu'ils n'étaient absolument pas, je dirais, dans la scène. Donc, c'est là où on voit le pouvoir aussi des images, parfois négatives et dangereuses même. Et la répétitivité aussi, c'est ça aussi. Très bien. On arrive à la fin de l'émission, Doc Seb. Le dernier mot de la fin? Le dernier mot de la fin, c'est que, par exemple, sur ce type de problématique, ça arrive quand même à 70-80% des personnes de vivre des événements traumatiques, de rester actifs et pas passifs, et de pouvoir très vite s'orienter vers des professionnels, vers ces ressources familiales, aussi pour éviter tout isolement et pour prévenir ces problèmes de traumatisme. Et c'est ça qui va nous amener à être résilients et parfois à devenir aussi un peu plus forts aussi. Parfois, on s'aperçoit qu'il y a des personnes qui découvrent une facette d'eux-mêmes parce qu'elles développent des processus de résilience qui vont les aider à dépasser un peu tout ça. Mais il y aura souvent besoin de l'aide de l'autre ou des autres aussi. Et ça, c'est tout à fait important de jamais rester avec son symptôme dans son isolement. Merci Doc Seb. On se retrouve très rapidement dans une prochaine émission. Sébastien Garnero, docteur en psychologie, sexologue et hypnothérapeute. Merci. Merci Christy, à très bientôt. À bientôt.